Draft 2024. Hello. Ça faisait longtemps. Dis donc. Pouf. Oh là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. En direct du canapé, comment ça va Alex? Ça va bien, impeccable. Toi aussi t'as fait une grasse mat? Grosse grasse mat. Et quand tu commences ta nuit à 6h30 du mat, bah écoute, tu fais forcément une grasse mat, j'ai envie de dire. Exactement. On espère que vous allez bien. Hier soir, nous étions des milliards cœur sur les copains et copines qui étaient là, ou celles et ceux qui ont balancé des commentaires en replay pour suivre cette draft 2024. À l'odeur camembert, à l'odeur française, plein de choses à dire, mais surtout, c'est grand classique. Vous le savez, à chaud, on aime bien faire deux petites vidéos. La première sur nos avis plutôt positifs, sur cette draft 2024, et puis d'où le petit smiley vert sur la miniature, si au cas où vous ne l'avez pas. On est content, et puis il y aura ensuite une vidéo on est moins content. On est moins content, on est plus sceptique. Par rapport aux années précédentes, attention, puisque comme vous le voyez, c'est une vidéo qui est entre deux tours. Puisque nous avons le deuxième tour de la draft qui a lieu ce jeudi soir à partir de 22h. Donc on pourra reparler par la suite d'un avis. On ne sera pas en live, on sera sur les réseaux sociaux, on va suivre ça de près. Un œil sur le foot, il y a du foot? Ouais, je crois pas. Du foot. C'est peut-être un des seuls soirs où il n'y a pas de foot. Il n'y a pas de foot ce soir. Magnifique, on va être que pour la draft. Tous sur Brony. Tous sur Brony. Allez Brony. Je te laisse checker ça. Je check s'il y a du foot. Je crois. T'as raison, il n'y a peut-être pas de foot. Ouais. Dis donc, il n'y a pas de foot. Football un peu plus bas. Non. Ah, on est bon. Non, ça fait plaisir. Avec cet Euro 2024 qui est très hype. Grosse hype. Que tout le monde regarde, évidemment. Lourd. Ce qui est sûr et certain, donc, c'est qu'on va avoir deux tours. Le deuxième qui aura lieu ce jeudi soir. Et donc là, vraiment, on fait un react à chaud sur le premier round. D'habitude, quand on fait ces vidéos, on a eu le temps d'avoir les 60 pics. Et on se dit, quand même, ils ont abusé. Ils ont pris Michel en 44e. Là, c'est effectivement un react uniquement premier round. Premier tour. Tout à fait. Et donc, le premier tour, on vous le remontre. Ah oui, il y a plein de choses à discuter. Revoici le tableau global qui a été magnifiquement rempli par Alex hier soir en live et mis en page par Léonce, le MVP. De Zachary Zaché en 1 à Baylor Shireman en 30. Plein de choses à devoir décortiquer. Alex, là, souvent, on le rappelle, on fait des avis vraiment très à chaud. Parfois, il y a des takes qu'on ressent vraiment sur le moment et qui deviennent désastreuses par la suite parce qu'on n'a pas encore eu la Free Agency, on n'a pas encore eu la Summer League. Il y en a qui vont évidemment montrer des belles choses. On juge des joueurs qui n'ont pas encore mis le pied en NBA, donc forcément dans quelques mois, dans quelques années, il y aura des choses qui seront vraies, il y en a toujours, et il y aura des choses où évidemment tu peux pas savoir que, j'en sais rien moi... que Yanis va devenir un crack. Voilà, que Pacom Dadier, en fait, même si Thibodeau il fait pas trop jouer les rookies, en fait Pacom Dadier il est tellement fort qu'il est titulaire. Qu'en fait, merci, t'es gentil, Dante DiVincenzo ou Michael Bridges, mais tu vas sortir du banc, mon poteau. Do you speak French? You're on the bench, frérot. Tout à fait. Mon cher Alex, on va donc devoir se faire du positif, se renvoyer un petit peu la balle. Dites-nous vous, surtout vos réactions à chaud, parce que là c'est un petit peu tribal, mais on aime bien le côté comptoir, coup de posé, petit verre, et on se dit, tu sais quoi, franchement, de ce que j'ai vécu hier, ça m'a vraiment marqué. Je te lance tout de suite, on va se renvoyer la balle. Une des premières équipes ou joueurs ou éléments qui t'ont plu de cette draft 2024, c'est quoi? L'un des plus gros gagnants de ce premier tour de draft 2024, à mon sens, c'est la France. Ouais, c'est la France. La deuxième année de suite, mais limite cette année, ça pique encore plus que l'année dernière, dans le sens où l'année dernière, on avait Wembanyama en 1 évident, c'était la bataille pour avoir le first pick, et voilà, Wembanyama était très attendu. Et en plus, on a eu Bilal Coulibaly drafté très haut également, qui a fait une très belle saison. Là, cette année, dans une draft dite de moins bon niveau, dite beaucoup plus indécise et tout, n'empêche que quand c'est indécis, il y a un Français en 1, un Français en 2, un Français en 6, un Français en 25. 4 joueurs français au premier tour de draft. Dont 3... On verra pour Pacom Dadier, moi je kiffe à mort son profil et j'adore, je pense qu'il est trop NBA compatible, mais je suis pas forcément hyper confiant dans Thibodeau, ça c'est autre chose, surtout vu les recrutements que les Knicks viennent de faire. Bref, on verra. Il y a du monde au balcon. Mais ce qui est sûr, c'est que Zachary Rizaché, numéro 1 de draft chez les Hawks, Alexandre Sarr, numéro 2 de draft chez les Wizards, et Tidjane Salin, numéro 6 de draft chez les Hornets, ont été recrutés par des équipes qui croient en eux et qui veulent pas forcément faire leur projet autour de ces jeunes joueurs, mais qui les comptent dans le projet. Et ça, bonjour, do you speak French? Do you speak French? Do you know saucisson and baguette? Exactement. Oui, Baguette Club. Do you love camembert? Do you love camembert? Ah ouais. Non, franchement. Donc gros vainqueur. La formation française, l'équipe de France, le maillot bleu, les tricolores, tout ce que vous voulez, tout ça, va être
encore une fois très très bien représenté dans cette nouvelle cuvée de draft qui débarque en NBA pour la Summer League et puis après pour la reprise de la saison en octobre. Si vous allez voir, c'est vrai que très positif. C'est un point très très positif, tout à fait. On était en transe totale. Vous pouvez revoir d'ailleurs le replay de la draft avec nos réactions à chaud lorsque Zachary Zaché et Alexandre Sarr et Tidjane Salin en 6 et Pacome Dadiet sont draftés. Tous on est là en mode waouh, trop bien. Alors il n'y avait pas trop de surprises sur 1 et 2, mais c'est vrai que pour Tidjane Salin en 6 et Pacome Dadiet, en fait c'était un peu plus d'interrogation. C'est-à-dire que Tidjane, on se demandait, range ça allait de 6 à 15, et Pacome Dadiet, on se demandait si on allait le commenter sur le premier tour. Ouais, c'est ça. Au final, on les a, c'est quand même, super. Et on en vient même à Alex, parce que pour nous, ça y est, la France, on vit les choses en direct, mais on en vient à ce que ça devienne un véritable sujet aux États-Unis et dans d'autres pays. C'est-à-dire que si vous couvriez la draft 2024 là, eh bien, c'était impossible de ne pas dire French Invasion. La France, John Hollinger, article sur The Athletic, The French Invasion, Do You Know Baguette, il met du français dans son article, est assez drôle, je le recommande. Why France is owning the NBA. Ouais. The real story underlying the French talent invasion of the NBA. Et il y a tout un petit historique, il y a un vrai taf de la part de John Hollinger dans cet article sur d'historique sur The Athletic d'historique de comment la France petit à petit s'impose et amène ses talents en NBA. Et la grosse différence qui est notée dans l'article de John Hollinger et qui est très vrai, qui est assez factuel, c'est que pendant pas mal de temps, on était là, ça repérait les freaks, voilà, Wembanyama, le mec fait 2m24 et tout. Au-delà même du fait il a les talents techniques d'un arrière. Bilal Koulibaly est pas le premier, on a eu des Evan Fournier, des Tony Parker et tout. Il n'y a pas que les intérieurs freaks français qui intéressent la NBA, mais là, Alexandre Sarr est un athlète incroyable, mais dans un range d'attributs physiques qu'on connaît bien en NBA. C'est pas comme Victor, tu vois, quand même, Alexandre Sarr, c'est un 7-footer, grand, mobile et tout. Il y en a déjà pas mal en NBA. Zachary Zaché, c'est un ailier un peu skinny, parce que là, il a 19 ans et tout, mais dont la NBA croit dans son talent. Tidjane Salin, Pacome Dadiet. En gros, la France commence à envoyer sa formation sur des postes où il y a de la grosse concurrence et les scouts NBA disent, moi je vais prendre le petit Frenchie. Et c'est pas fini tout à fait. Bah non, bonjour, quand on aura un meneur numéro 3 de la prochaine draft, ou numéro je sais pas combien, on verra. Numéro 1, Nolan Traoré. Il y a de la concu au numéro 1 si j'ai bien compris. Ouais, mais t'inquiète. tu vas voir l'explosion de 50 ans. Boum. Voilà. C'est magnifique pour la France, vraiment. Vous avez été nombreux à vivre ça en direct avec nous et c'est vrai que c'est une grande victoire. Évidemment, là, ce qu'on a très hâte de voir aussi, c'est leur début en NBA parce qu'il y a la draft, mais il y a aussi la pression que ça représente. C'est-à-dire que là, nous, c'est la célébration. T'es drafté 2, t'es drafté 6. Attention. Attention, c'est des vrais paris qui ont été faits. C'est-à-dire que Zachary Zaché, il a ad vitam aeternam l'étiquette de numéro 1 de draft. Alexandre Sarr, il a pour le moment l'étiquette de futur sauveur intérieur de Washington qui est en construction. Tidjane Salin, il y avait beaucoup de forwards disponibles. Charlotte a commencé à faire monter les rumeurs et ils ont dit on y croit, on y va. Et puis Pacome Dadiet, vous connaissez les Français chez les Knicks, il y a beaucoup de pression. Et donc c'est difficile de s'en sortir. Attention à la pression. T'as raison, il y a un nombre de forwards intéressants, futur gros 3&D, All-Star ou quoi, avec du potentiel dans cette draft. Vraiment, il y a un grand nombre d'entre eux. Parmi les 3 premiers sélectionnés, il y a 2 Français, quoi. Exactement. Bonjour. Donc en gros, en Amérique, c'est acheter français. Ouais, c'est vraiment de la qualité. Nous sommes bien d'accord. C'était mon premier point. T'as quoi? J'en ai 4 petits. Je sais pas par lequel commencer. Je vais tout de suite faire un petit coucou à nos amis les Lakers quand même qui avaient leur pick 17. On ne savait pas comment ça allait se passer. Il y a encore quelques semaines, on se demandait s'ils allaient avoir ce pick puisque c'est un pick qui appartient aux Pélicans normalement. Et puis ils ont appris qu'ils allaient obtenir ce pick 17 et puis ils se sont demandé avec un nouvel entraîneur, JJ Redick, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le transfère, comment ça va se passer? Eh bien il y a un joueur qui est descendu petit à petit et qui a slidé. On se demandait comment ça allait se passer pour Dalton Knecht. On l'avait vu notamment dans le top 10 de la draft, projeté plus d'une fois. Formidable sniper venu du Tennessee. J'en avais parlé avec Alex dans la mock, qui selon moi, Dalton Knecht est le meilleur sniper, en tout cas global, le meilleur shooter de cette draft 2024 à confirmer. On en a parlé hier, Alex, on se disait mais attends, la formule on la connaît depuis 20 ans, LeBron et des shooters. Ça faisait des années qu'on avait quand même des critiques faites sur ces Lakers qui manquaient de véritables spécialistes shooters à la Kyle Korver qu'on a eu par le passé et d'autres, parce que quand LeBron y pénètre, t'as besoin d'avoir des gars sur les côtés. Je suis complètement d'accord. On avait vu des punchlines de LeBron qui disaient c'est pas comme si on avait des snipers dans l'équipe. C'est une victoire pour le joueur
et pour la franchise. Et pour LeBron. Et pour LeBron. Et pour JJ Redick. Et pour JJ Redick et pour Anthony Davis. Parce que attends, JJ Redick, Dalton Knecht. Ah mais pas de problème, il va le regarder et va faire attends. Moi j'ai des systèmes qui ont été utilisés pour moi. Tu sais qu'on va pouvoir les faire pour toi maintenant. C'est vrai ou pas? Bien sûr, c'est parfait. Donc vraiment, joueur en plus âgé, Dalton Knecht. Donc on sait que les Lakers, c'est un rookie vieux. C'est ça. Et quand on voit que côté Los Angeles, je trouve qu'il y a eu des tests. Allez, Cam Reddish, Jackson Hayes. Il y a eu des tests qui ont été effectués, mais ça marche pas trop. J'ai envie de voir si ces Lakers vont ajouter les actes aux paroles, c'est-à-dire qu'ils veulent utiliser Max Christie apparemment avec JJ Redick, ils veulent utiliser un Dalton Knecht. Je suis hyper content pour les Lakers. C'est pas souvent que vous m'entendez dire ça, mais vraiment là pour le coup, bien joué Rob Pelinka. J'ai très très hâte de voir la réaction des fans des Lakers lorsque le Dalton Knecht va commencer à dégainer. C'est un des plus beaux snipers. Il y a eu des comparaisons avec Klay Thompson notamment, et on se demandait s'ils allaient prendre la free agency. Le shoot est beau, la gestuelle est magnifique, la coordination, le déplacement sans ballon. Non. Et puis il sait faire 2-3 autres trucs sur le terrain, mais c'est sûr qu'on va beaucoup l'attendre sur son pourcentage de réussite par rapport au volume. Tout à fait, et un peu de défense parce que là-dessus parfois c'est oui ou non avec le Dalton Knecht, et donc pour avoir des minutes en NBA, il faut pas s'occuper que d'un seul côté du terrain. Voilà pour les Lakers, mon cher Alex, sur qui tu veux transitionner? J'ai envie de parler des Wizards. Donc, bien sûr mon gars. Moi les Wizards font partie des gagnants de ce premier tour. Mais oui. On vient d'en parler un tout petit peu de manière indirecte puisqu'on a parlé des Français. Les Wizards en 2. On le savait, ils voulaient Alexandre Sarr, ils ont eu Alexandre Sarr. Déjà ça c'était une très bonne soirée. Ils ont récupéré en 2 la pièce qu'ils voulaient afin d'avoir un jeune pivot athlétique, intérieur. Je sais qu'il y a une discussion, est-ce que c'est un poste 4, un poste 5? Là, vu les ailes, exactement. Vu les ailes des Wizards, là, je veux pas être trop hâtif, mais je pense qu'il va jouer 5. Ouais. Et on va compter sur lui pour protéger son cercle, gaver de rebonds, agresser le rebond offensif, courir en transition. Et rattraper les bourdes de Kyle Kuzma. Quand ce sera pas Koulibaly qui s'en occupera. Exactement. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. C'est sûr que là, la NBA va découvrir à Washington la French Defense. Il y a les élections cette année, mais on va parler français. Rien direct. Et donc, Wizards, déjà en 2, mais avec ton premier pick, tu as le joueur que tu voulais. Ensuite, entre-temps, juste avant la draft, il y a ce trade qui intervient, où les Wizards envoient Deni Avdija à Portland et récupèrent des picks, dont le pick 14 des Blazers, avec lequel ils vont drafter Bob Carrington. Monsieur Carlton Carrington, de son prénom. Bob, c'est un surnom. C'est un surnom comme Speedy Claxton. Combo garde de son état, long, technique, smooth à souhait. C'est un smoothie. C'est un smoothie, Carrington. Tout à fait. Et qui, a priori, sur le papier, a vraiment une gueule de type qui va extrêmement bien s'intégrer entre du Tyus Jones un peu meneur gestionnaire. On verra la situation de Jordan Poole et son utilisation par le nouveau coach Brian Keefe. Mais à côté de Koulibaly, avec du Kuzma et donc du Alex Sarr, on pense quand même que Bob Carrington est une très bonne nouvelle pour les Wizards. Beaucoup de mock draft le mettaient plus bas. Les Wizards ont pu choper ce pick 14. Ils croient en lui, ils croient en son talent et en ses instincts basketballistiques qui sont très sérieux. Et toujours dans le même délire, tu rajoutes Keyshawn George. Pareil, talent extérieur, c'est-à-dire en pick 24, pick qu'ils avaient au départ, qui a un peu bougé, je crois il était Onyx. C'était Onyx, ils ont bougé. C'était 26, c'est devenu 24, enfin bon voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Wizards, 3 picks au premier tour, équipe complètement en reconstruction. La priorité, c'était de pécho du talent, c'est réussi. La deuxième priorité, c'était d'avoir un peu de remplir certains besoins de l'équipe. Là, tu as amené 2 gros talents extérieurs, capables de scorer, capables de faire des choses, d'amener beaucoup de polyvalence, plus un pilier défensif et plus si affinité en Alexandre Sarr. C'est un excellent premier tour des Wizards. Ils font partie des gagnants. Des grands vainqueurs. Et en plus, avant même qu'on voit ce que ça donne sur le terrain, ils font partie des gagnants parce que
j'ai envie de cliquer sur les Wizards. Mais alors, c'est ça qui est fou. Moi, certains l'ont vu, j'en avais parlé pas mal. J'ai envie de cliquer sur les Wizards. Lors de la preview, pareil. L'année dernière, honnêtement, les Wizards. Moi, j'étais chaud. Heureusement qu'il y avait Bilal. Hein. Bah oui, je sais. Moi, j'étais un peu plus chaud parce que j'aime bien, si vous connaissez la chaîne depuis longtemps, moi, j'aime bien évidemment partir sur les projets vraiment où c'est les balbutiements et on essaie de voir. Ils ont nettoyé à fond les ballons. J'en parlais avec le poteau de Wizards France sur le fait que, allez, ça va être dur, mais Will Dawkins à la direction, Travis Schlenk à ses côtés, faut tout nettoyer. Ils ont enlevé toutes les histoires là, de Porzingis, de Bradley Beal et compagnie et Westbrook. Ils ont vraiment fait table rase. On va voir ce qui va se passer, comme tu le dis, avec Jordan Poole et Kyle Kuzma, mais il y a de la cohérence, il y a de l'excitation et il y a de la pertinence dans les choix. Et dire ça avec les Washington fucking Wizards, c'est vraiment assez unique. Et donc, très très hâte de voir ça. Et en plus, tu le disais là sur le deal de Deni Avdija, quand même, ton poteau là, Bob Carrington, celui qu'on a très hâte de voir. Bah, on va voir combien de temps il reste, mais si dans le vestiaire t'as les leçons de Malcolm Brogdon, t'es bien content. Parce qu'il y a Tyus Jones et Malcolm Brogdon, deux des meneurs avec un QI hyper élevé en NBA. Hyper élevé et qui, à mon avis, vont trouver en Carrington notamment un jeune. Carrington, de ce que j'en ai vu, c'est le genre de gars, je pense qu'il absorbe hyper vite techniquement. Donc c'est le genre de gars, ça va discuter d'un truc et l'autre à l'entraînement d'après, il sait le faire. Ça, il peut y avoir quelque chose de cool qui se crée à ce niveau-là chez les Wizards. Ça peut être une équipe excitante pour peu que la French Connection leur solidifie leur défense suffisamment. T'as une équipe, je te dis pas qu'ils vont jouer la 6e place, le top 6 l'année prochaine, mais qui va déjà être sérieuse. Et tout à fait. Qui va déjà être chiante. Et si vous voulez vous marrer, on a fait une séquence qui est devenue assez incroyable sur le live d'hier. On a fait « Tu préfères être fan des Wizards ou ?» Et ça, de le faire quand même en plein milieu de la draft, c'était pas une question. C'était pas du tout une question, c'était soit ça, soit être fan des Wizards. Donc là, vraiment, il y a de la hype. Montez à bord du train, parce que Washington, ça va être super. Il ne sera plus qu'à trader Jordan Poole et puis on est bon. Et Kyle Kuzma, très probablement. Parfait. Puisqu'il était dans les. Mais Kyle Kuzma, au moins, il joue, on sait ce qu'il fait, quoi. Oui, tout à fait. Jordan Poole, il a pas envie d'être là, c'est dommage. Autant le trader presque. On verra. Il a été très proche de Bilal Koulibaly, apparemment. Non, mais attends, en tout cas, ce qu'il a dégagé sur le terrain n'était pas génial. C'est ça. Voilà. Je vais faire transition. Allez, je vais aller de l'autre côté du pays pour faire un petit coucou à notre cher Simon, puisque c'était ce fameux pick 13 des Kings de Sacramento qui sont allés chercher Devin Carter. Voilà un garçon qui était dans ces positions-là. On ne savait pas s'il allait monter jusqu'en 8, puisque Alex, lorsque les Spurs avaient leur pick, tu avais, je crois, dans le mock draft, mis Devin Carter. Ils ont fait quoi du pick 8, les Spurs? On va en reparler dans une autre vidéo. J'ai pas suivi. On va en reparler dans une autre vidéo. Ne commencez pas à me chauffer, commence pas, je vais te chauffer par le callback. Devin Carter qui a slidé gentiment et donc Sacramento avait des besoins réels à la fois d'un jeune d'expérience qui sait défendre, parce qu'à Sacramento il faut défendre sur une extérieure, et qui sait shooter. Alors on a dit avec Simon, on ne sait pas encore trop quoi faire de Davion Mitchell, on ne sait pas trop quoi faire de Kevin Huerter, ils sont dans les rumeurs de transfert. Est-ce qu'on ne matcherait pas ça pour avoir un jeune qui, on le souhaite, va bien exploser? Devin Carter, je pense que ça peut être une des très belles satisfactions de cette draft 2024. Il va tout de suite rentrer dans la rotation, je pense, de Mike Brown, et il apporte des besoins réels pour Sacramento. Donc il y a eu un moment de frétillement où il s'est dit est-ce qu'on va voir Nikola Topic, par exemple, qui est parti un pic plus tôt à OKC. Mais vraiment, je trouve que Devin Carter à Sacramento, c'est formidable. Je te laisse donner ton avis là-dessus. Le fit sur le backcourt avec De'Aaron Fox et Malik Monk est évident. Trop bien. Il peut jouer d'ailleurs. Il peut jouer à côté des deux. Les deux vont lui créer des espaces, surtout Sabonis également crée des espaces, faut pas l'oublier. Et Devin Carter, non seulement c'est un pitbull défensif de malade, mais là il avait une réussite au shoot tout à fait raisonnable. Et il peut aller vers l'arceau. Ce qui fait que par rapport à un Davion Mitchell pardon, mais c'est juste un pitbull, et ça suffit pas en fait au basketball. Tu vois, là, Devin Carter, il y a un truc, il y a un chemin où Devin Carter en fait. En fonction de comment se goupille un match, Mike Brown il fait OK. De'Aaron Fox, Devin Carter, vas-y, tu vas sur le terrain, mon poteau. Tout à fait. Des minutes de fin de match avec Devin Carter, c'est tout à fait probable. Tu vois James Harden, je vois pas qui bouge. Tout à fait, tu pick up full court. J'ai dit James Harden, mais vous m'avez compris. Mais c'est vrai que ça me manque un peu à Sacramento, ces joueurs qui font du mal des deux côtés du terrain. Défensivement, ils avaient vraiment un sujet, et là, clairement, ils ont recruté un joueur qui a des jolis arguments. Tout à fait, Devin Carter qui donc tombe en 13 à Sacramento. Je te rends le micro. Qui tu as d'autre un petit peu de noté là dans ton positif? J'avais un autre joueur. Peut-être que c'est quelque chose qui va surprendre un petit peu. Mais moi, ça m'a surpris et du coup, je le mets dans ma colonne positif. C'est le choix 26 du Thunder. Je pense que Dillon Jones, le Thunder aussi évidemment, Topic,
Alors oui, il y a des sujets de blessure et tout, mais Topic qui glisse là comme ça en 12 au Thunder. Mais Dillon Jones, je pense que c'est un win-win. Pour le joueur et la franchise. Oui. Dans le sens où Dillon Jones, c'est un win pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il était attendu 20 pics plus loin ? Franchement. Il était attendu en milieu de deuxième tour dans la plupart des mois. Ça a étonné beaucoup de gens qui soient là appelés ce mercredi soir. Ouais. Parce qu'un peu sous-taillé, parce qu'un peu petit par rapport au poste qu'il représente et tout. Et pour lui, donc du coup d'être drafté en 26 et donc d'avoir un contrat garanti, c'est super, forcément. Ensuite, au Thunder, équipe jeune, qui fait tourner le ballon, qui a montré qu'elle savait intégrer des jeunes joueurs quand ils débarquent. On a l'exemple de Cason Wallace, d'autres joueurs comme ça qui sont arrivés, les Jalen Williams et tout, ce sont des joueurs qui ont du talent et ont réussi aussi par eux-mêmes. Ils ont aussi réussi parce que l'environnement créé par Marc Daigneault et tout le staff du Thunder est magnifique. C'est élite. Et donc, c'est génial pour le joueur. Et pour le Thunder, avoir un type de joueur comme ça, qui débarque et qui du coup va être content et motivé, c'est sûr, il amène peut-être pas le côté taille dont on s'était dit le Thunder a besoin. Par contre, attention, je vous préviens, il fait partie de mes chouchous de cette draft. Moi, je ne m'attendais pas du tout à le voir aussi haut. Il fait partie des chouchous de cette draft parce que j'ai souvent vu... Là, je voyais sur The Ringer, par exemple, ils disent c'est du Grant Williams crossed avec Julius Randle. J'aime bien, ça me fait marrer. Je l'ai en tête et tout. Mais clairement, il y a un petit côté petit Barclay, là, de ce gars qui est donc un poste de 3-4, bully, hyper costaud. Vraiment hyper costaud, genre c'est un 1m95-16, c'est vraiment comme Barclay avec 110-115 kills. Il y a PJ Tucker bien costaud et tout. Ouais, mais attends, PJ Tucker, il rêverait d'avoir les qualités athlétiques de Dillon Jones, qui bouge son corps extrêmement bien. Je parle de petit forward, hein. C'est vraiment dans ce registre-là des petits forwards. Un tank athlétique. Il a du ballon en attaque, c'est-à-dire qu'il est capable de près, il a des flotteurs, comme il est un peu undersized et qu'il est habitué à jouer des joueurs ailiers ou intérieurs depuis qu'il est petit, enfin qu'il est jeune, et donc il a l'habitude, donc il a développé du petit hook, du petit flotteur un peu malin, il a un handle à peu près raisonnable et tout, il a été clutch à de nombreuses reprises pour Weber State, et en plus il va amener un truc dont le Thunder a vraiment besoin, c'est il va amener son énergie au rebond. Il va amener une énergie de fou furieux, de fou malade au rebond, ce qui n'est pas la grande spécialité de cette équipe du Thunder. Et donc, oui, il y a un petit manque de taille, on va voir comment ils vont travailler et tout, encore que avec ce... C'est vraiment comme Barclay, quoi. Parce que Barclay était pas grand, mais alors par contre, les bras de Barclay, si tu veux, bon... L'autre, non mais c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai, ça l'a beaucoup aidé dans toute sa carrière au rebond. Et donc... je pense que pour le joueur c'est génial d'atterrir au Thunder comme ça dans cette équipe jeune qui va lui donner un peu de temps de jeu, après à lui d'en gagner plus et tout, et pour le Thunder avoir un mec comme ça que tu vas sortir du banc, qui va rentrer dans la bouche de la seconde unité adverse, venir gratter du rebond offensif, il va jouer collectif, il va jouer pour l'équipe. Je pense que Dillon Jones c'est typiquement le genre de gars, c'est vraiment le nom devant. Il est vraiment dans la mentalité Thunder. Et s'il doit se faire arracher un bras pour que Chet Holmgren puisse shooter à 3 points, il va le faire. Non, mais c'est sûr. Donc c'est du gros win-win. J'adore ce pick. Et ils ont beaucoup investi dessus, hein, parce que pour celles et ceux qui n'avaient pas vu, je crois que le Thunder a lâché, bon c'est rien du tout, hein, c'est 1,50€ dans la poche de Sam Presti, hein, mais il y a 5 seconds tours de draft qui ont été offerts aux Knicks, si je dis pas de bêtises, pour monter, donc c'est un investissement vraiment hyper intentionné de la part du Thunder. Quand tu lâches autant d'assets, c'est que vraiment, pour toi, c'est dans ton viseur. Et surtout pour un joueur qui est vraiment pas orthodoxe, quoi, qui est vraiment spécial. On a beaucoup parlé de Nico Topic, hein, parce que évidemment c'était un des cracks attendus de cette draft. Là, toi, tu as fait un focus sur Dillon Jones. Très hâte de voir aussi ce qui va se passer avec Topic, parce que on a vu là ce qui s'est passé avec Josh Giddey. Ils ont dit merci, au revoir. Et puis en fait, 10 jours après, je dis pas que c'est les mêmes joueurs, mais big guards avec cette vista et cette capacité à vraiment créer. Je pense que là, vraiment, le Thunder pouvait pas demander mieux. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour une franchise qui va devoir tout de même se renforcer dans le secteur intérieur en backup de Chet Holmgren,
en forward parce que le test Gordon Hayward n'a pas été aussi concluant que prévu. Bah, franchement, forward, ça se trouve, ils vont mettre Dylan Jones. Hein. Peut-être, mais à ce moment-là, en tout cas, il faudra voir comment ils vont dépenser cet été leur argent le Thunder parce que c'est un numéro 1 de l'Ouest qui va devoir essayer de tu vas pas confirmer. Plus mettre un petit peu de sous sur un pivot? Si. Bah, essayer de voir un peu s'il n'y a pas moyen de gratter un pivot remplaçant à un prix raisonnable. Ou participer à un transfert. Oui, voilà. Parce que là lâcher 5 secondes tours pour monter jusqu'à Dylan Jones, ça montre aussi, selon moi... Ils avaient envie du joueur. Ouais, et qu'ils ont passé... petit à petit, mais il passe aussi l'autre étape qui n'est plus accumulation d'assets, mais utilisation des assets. Qu'est-ce qu'on en fait? On avait parlé depuis des mois, tiens, est-ce que tu devrais pas lâcher tel ou tel pick pour aller chercher des joueurs? C'est peut-être le moment aussi de rentrer un peu plus sur le marché des transferts, le Thunder. Ils ont essayé là avec Gordon Hayward, ça n'a pas marché. Il faudra peut-être essayer avec un autre forward ou un backup pivot. Non, c'est vrai. T'enchaînes sur quoi? Sur une take qui va peut-être en étonner plus d'un. Ah. Mais... je suis content. Une unpopular opinion? Pour moi, c'est une unpopular opinion aujourd'hui et je pense qu'elle deviendra, j'espère, populaire la saison prochaine. La norme. Et la norme dans quelques années. C'est étonnant sur le papier de voir Zach Edey débarquer aux Grizzlies. Je comprends. Parce que dans la façon dont Memphis joue, dans leur tempo de jeu, dans leur souhait de spacing, dans beaucoup d'éléments du jeu et de la construction de Memphis, Zach Edey ne va pas trop être le joueur qu'on a envie d'avoir. Il y avait d'autres options. Peut-être que tu aurais aimé avoir par exemple du Darren Holmes dans le même registre, qui est un peu plus capable de shooter à 3 points, c'est sûr. Mais... j'en avais parlé pendant le draft. Je trouve qu'il y a des critiques qui sont un peu trop faciles faites sur Zach Edey, notamment il est grand et il est immense, donc c'est Boban Marjanovic. La réponse est non. Pour moi, ce n'est pas Boban Marjanovic. Pour moi, je pense que Zach Edey, il va arriver et il va remplir ces cases que j'adore, comme Westbrook a pu l'être pour le Thunder. J'y viens sur la comparaison, tu vas me dire what the fuck. C'est que Westbrook, il joue pas pareil. C'est un joueur explosif. Il va au Thunder. C'est l'éclair. Les Memphis Grizzlies. Qui y a-t-il de plus Grizzly que Zach Edey? Il est énorme, il est puissant, il est dur au possible. Il a tabassé des gens avec Purdue. C'est vraiment un joueur qui va apporter, je trouve, un registre différent à Memphis. C'est qu'ils sont sympas avec leur côté Ja Morant, Desmond Bane et tout, mais parfois je les trouve aussi un petit peu sympathiques. C'est du trash talking, mais il n'y a pas non plus la physicalité qu'on pourrait avoir, qu'ils ont perdu d'ailleurs avec Dion Brooks, avec la perte de Steven Adams. Et en fait, je peux comprendre les incertitudes qu'il y a autour de Zach Edey dans les styles de jeu. Je pense pas que ça va devenir Hakeem Olajuwon 95 et qu'il va devenir le pivot titulaire pendant 15 ans des Grizzlies, mais là, dans l'éventail des registres de jeu de Memphis, ils ont ajouté un truc qu'ils n'avaient pas, c'est on a besoin de points à l'intérieur. C'est pas trop. Jaren Jackson Jr., c'est un intérieur, mais qui aime bien stretch et qui parfois va aller provoquer à l'intérieur. Et du rebond, évidemment, je vais y venir. Mais dans le registre de jeu des Grizzlies, je trouve que c'est souvent très extérieur orienté et que même ton Jaren Jackson Jr., c'est un gars qui souvent shoot à 3 points et qui a montré la saison dernière, qui était une saison particulière, qu'il pouvait aller à l'arceau. Mais là, qu'est-ce qu'ils avaient comme joueur capable d'être bang, chercher des lancers, provoquer des rebonds, mettre des coudes dans la gueule? La Grizzly Nation, en fait. Je dis pas que c'est le grit and grind, mais je trouve que Zach Edey va tout de suite bien s'intégrer à Memphis et il va apporter des qualités de jeu que les fans du Tennessee vont adorer. J'y crois fort. J'ai beaucoup loué le management de Memphis sur leurs récentes décisions. Là, pour certains, ça a été un reach. Il y en a qui ont vu le tableau et qui ont dit « What ? Zach Edey dans le top 10 ?» Eh ben ouais. Je suis incapable là, et je vais demander ton avis après, mais je suis incapable là de parier sur des line-up extraordinaires avec Jaren Jackson Jr. et Zach Edey. Par contre, tu as deux options maintenant. Tu peux avoir un Jaren Jackson Jr. en 4 et parfois du Zach Edey en 5. Tu peux avoir du Jaren Jackson Jr. en 4 et parfois Zach Edey qui va te tabasser les secondes unitaires. Il t'amène quelque chose. Et je crois qu'il y a des gens qui vont retrouver des soirées, ils vont dire putain, il m'a mis 16 points et 10 rebonds en 18 minutes parce qu'en fait il est trop imposant. Et j'étais obligé de le doubler, ça m'a fait chier. Et j'ai retrouvé des gars qui étaient après à l'opposé, qui étaient ouverts. Et franchement, jouer Memphis demain. Attends, joue Memphis demain. Putain, il y a le Baobab là, qu'est-ce qui casse les couilles celui-là, parce que moi j'ai pas de pivot, je joue que small, là il me saoule. Et qui est plus deadly en transition qu'un Ja Morant avec des bons écrans? Ils ont perdu Steven Adams sur les écrans. Bonjour Zach Edey sur les écrans. Non, mais moi j'aime bien aussi. Ils ont littéralement ramené une armoire dans l'effectif. J'aime beaucoup cette sélection. Donc, toi, ton ressenti sur cet ajout trop haut, pas bon fit ou t'es assez fan? Moi j'aime bien. Je pense qu'en plus, les Grizzlies, avec leur pick 9, ils avaient pas mal d'interrogations. Ouais. Et que ça s'est fini sur un pivot parce qu'ils sont arrivés à la même conclusion que nous, c'est que c'est très intéressant de pouvoir utiliser Jaren Jackson avec des vraies minutes en 4 pour modifier un peu ton secteur intérieur et avoir une option nouvelle à proposer. Ouais.
Si je dis n'importe quoi, Memphis se retrouve dans quelques mois confronté dans des batailles avec des Nikola Jokic, avec des Anthony Davis, avec d'autres garçons. Envoyer l'autre fou là. Parce que c'est un fou malade. Il va faire tellement mal. Moi, j'aime beaucoup Zach Edey et je peux comprendre les incertitudes. Autre point positif, mon cher Alex? J'en ai un petit dernier pour la route. Sur ce premier tour, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ont fait les Wolves. Ah bah ça. On parle d'une équipe qui a fait une très belle régulière et qui est allée jusqu'en demi-finale de conférence. Qu'en finale de conférence, n'importe quoi. En play-off, donc vraie progression et tout, basé essentiellement sur une défense physique, agressive, sur tous les postes et tout, et qui a montré parfois certaines limites, notamment face à la défense intelligente des Mavs lors des finales de conf, où attaque un peu stéréotypée et tout, et ben les Wolves se sont ramenés à la draft avec un pic et ils repartent avec 2 joueurs. Donc ils ont eu finalement 2 pics en montant. Eux, ils ont hypothéqué une part de leur avenir pour Rob Dillingham. Exactement. Ils ont hypothéqué une part de leur avenir pour choper le pic 8 et ils y ont pris Rob Dillingham. Le pic 8 à la base, je laisserai Bastien vous expliquer qui y avait dessus dans une autre vidéo. Ils ont pris Rob Dillingham. Rob Dillingham, je ne vais pas refaire son profil, on a fait une mock draft, on a parlé de lui, mais c'est un scoreur. Scoreur dans le backcourt avec une grosse réussite à 3 points, capacité à prendre feu, capacité à créer juste pour lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, demain, en fonction du déroulé d'un match, tu peux très bien avoir des périodes de match où Anthony Edwards n'est pas sur le terrain et l'attaque des Wolves carbure quand même parce que Rob Dillingham, il a un peu chauffé. Et là, en fait, il vient de rentrer, ça fait 4 minutes qu'il est sur le terrain, il a déjà 8 points. Il va être formé par Mike Conley. Et il a déjà 8 points, il va être formé par Mike Conley au niveau rigueur, par Anthony Edwards pour l'agressivité. Enfin, pardon. Non, c'est vraiment très intéressant. Et tu ajoutes un joueur qui shoot à plus de 40% à 3 points. Alors, on verra s'il traduit ça en NBA, mais moi, vraiment, vu le joueur, j'ai pas de problème. Je pense qu'il a déjà le range Lillard. Là, on a dit d'ailleurs que ça allait être au mieux, enfin, en plancher, ça allait être un excellent 6e homme scoreur. Voilà. Ce dont les Wolves ont besoin. On y croit. Et derrière, avec ton pick 27, tu vas nous prendre Terrence Shannon Jr. Ce qui est très intéressant, c'est ce joueur, donc ailier, là pour le coup, vraiment poste 3-4, quoi, qui a des vraies qualités offensives, papa de gauche, drive, du vrai beau toucher en lay-up, il a peur de rien, il est capable de mettre du 3 points, il en met un peu. Là sur sa saison, il est quoi, Illinois, je crois, il était en Illinois. J'ai pas de bêtises. Il a mis vraiment genre 35-36% de ses 3 points, donc c'est tout à fait honnête, et surtout, il sait défendre, il aime bien défendre, et il va apprendre avec Jaden McDaniels, et Rudy Gobert. Et donc, en gros, tu viens à la draft de te prendre 2 jeunes, 2 contrats pas trop chers. Je rappelle que les Wolves, en termes de flexibilité salariale, c'est pas trop ça. Attends, je serre les fesses. Donc, à part mettre des rookies, bah, t'es un peu coincé. C'est du minimum vet, grosso merdo. Donc là, tu mets 2 rookies qui non seulement ont du talent avec du potentiel à développer, mais en plus remplissent des besoins tout de suite. C'est-à-dire que demain, les Wolves démarrent la saison. T'as toujours du Nickel Alexander Walker et du Nasrid en sortie de banc, auquel tu ajoutes un mec plus meneur, plus créateur dans le backcourt comme Rob Dillingham, et un ailier qui est moins un intérieur que Nasrid en la personne de Terrence Shannon Jr. Franchement, c'est une super draft. Ouais, complètement. Les fans de Minnesota, je crois, vous me confirmez, mais je pense que quand ils ont abordé la draft, ils étaient là genre on rompiche, peut-être que je mettrais peut-être un réveil à 7h du mat pour voir ce qu'on a fait avec notre pick de fin de premier tour. On n'a pas trop d'ambition et tout, tu te réveilles, t'as Rob Dillingham, pardon. Et Terrence Shannon Jr., tu vas checker les vidéos, tu fais oh putain trop bien. On a rajouté ça. Allez-y, allez checker, vous allez voir. Sachant qu'ils ont encore, je crois, Wendell Moore, si je dis pas bêtise, à développer, et Leonard Miller aussi à développer. Voilà, non, ils ont des jeunes, donc là ils vont pouvoir tester et voir qui fit le mieux. Le message que tu envoies, côté Minnesota aussi, il est clair, on en reparlera après côté Spurs dans la vidéo suivante, c'est que tu as envoyé quand même du pic de 2030-31. On joue tout de suite. On n'est pas là pour. Les Wolves sont là pour les 2-3 prochaines années. On était en finale de conf, on veut faire mieux. Tu veux, là, les 2-3 prochaines années, c'est pas que ça se termine dans 2-3 ans, c'est que dans les 2-3 prochaines années, c'est la toute fin de carrière de Mike Conley. C'est le projet avec Anthony Towns, Anthony Edwards et Rudy Gobert qui va aller le plus loin possible. C'est Jaden McDaniels. Tu ajoutes à ça Rob Dillingham. Donc tu es sur plusieurs templates, à la fois de c'est ma timeline actuelle et en même temps je prépare un peu l'avenir. Et donc du coup, le management fait aussi un boulot que je trouve intéressant et qui n'a pas été trop réalisé pour d'autres. C'est t'es Anthony Edwards
et tu débarques à la draft là. T'es en train de faire la teuf avec tes potes et tu dis mon gars, t'as vu ton GM? Il allait nous chercher Rob Dillingham. T'es franchise player, tu vois ça? Mais alors là, mon gars, t'as zéro doute sur ton management. T'as zéro doute. Parce qu'il dit, mon gars, tu veux être le patron et champion, je vais tout mettre en ordre pour que tu puisses le faire. Et Terrence Shannon Jr., qu'on connaît moins, parce qu'on en a moins parlé que Rob Dillingham, il avait moins de hype, on n'était même pas forcément sûr de le trouver au premier tour. Enfin, il y avait des mocks, il était en début de second et tout. Il est plus vieux qu'Anthony Edwards. Il va avoir 24 ans dans pas si longtemps. Et alors, en termes de potentiel, on verra. Par contre, en termes de certitude, tu sais déjà un peu comment il va jouer. Ouais. Et donc, si tu es Chris Finch et ce staff au niveau coaching, tu peux déjà réfléchir à ta gestion de seconde unit, comment tu fais et prévoir des choses. Tu sais déjà des choses que va te proposer Terrence Shannon Jr. dans l'aile. Super. Franchement, c'est super. Les Wolves, super draft des Wolves. Qui font partie évidemment des vainqueurs. Pour finir, moi, c'est pas forcément toute une franchise. C'est une partie d'une franchise, mais c'est surtout un choix. C'est très personnel. J'adore le profil Stephen Castle et j'ai hâte d'avoir l'avis d'Alex parce qu'on a déjà parlé ensemble. Je sais que parfois il y en a qui sont un peu plus sceptiques sur son véritable plafond. C'était un coup de cœur dont j'avais parlé dans la mock draft. Les Spurs ont dit, tu sais quoi, il est en 4. Ça sert à rien de move up, move down, essayer de bouger quoi que ce soit. En 4, on veut Stephen Castle et je suis hyper content pour Wemby, pour Stephen Castle et pour les besoins de la franchise. De quoi on parle? On a besoin d'avoir en plus de Wemby une certitude défensive extérieure. Stephen Castle, en fait, je vous invite, soit fan des Spurs, soit observateur, à regarder l'interview de Stephen Castle en sortie de draft. Alors vous allez me dire, bon, c'est un moment normalement où tu dis un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai entendu? Stephen Castle, il a dit, moi je veux défendre en priorité sur les meilleurs extérieurs adverses. San Antonio, besoin numéro 1. Qui défendait Devin Vassell, qui était un bon défenseur à la base, il a eu tellement de responsabilités offensives qu'il y a eu du retrait défensivement. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec surtout Jeremy Sohan qui a pris des grosses responsabilités, mais première ligne des Spurs, c'était un Carrefour ou un Leclerc, parce que tout le monde y allait. Était réel. Donc dans les 4 à 10 prochaines années, si ça se passe bien, Stephen Castle, il va te prendre le meilleur extérieur adverse et il va dire, tu sais quoi, viens, tu vas passer une soirée de merde. Parce que je pense que c'est un des meilleurs défenseurs de cette QV, hands down. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il y avait eu toutes ces histoires autour de meneur, pas meneur, etc. Il a précisé en disant, je trouve qu'à UConn, je n'ai pas pu montrer autant de choses que ce dont je suis capable de faire balle en main. Ce qui est factuellement vrai. C'est-à-dire que c'est un gars au lycée qui avait balle en main et qui était hyper agressif et capable de faire du playmaking. Alors que là, preuve de ses qualités à UConn. On n'est plus au lycée, tout à fait, mais preuve de ses qualités à UConn en termes de coéquipier, donc très Spurs Nation. Il a dit, tu sais quoi, la balle, elle va être dans les mains d'autres garçons. Moi, je vais faire mon boulot, mais je tiens juste à préciser que j'ai une partie de mon jeu que je n'ai pas pu montrer. Donc ça, je suis d'accord. Et derrière, il dit, soyons clairs, les ballons, ils vont être dans les mains de Wemby. Donc, quitte à ce qu'on parle de meneur, j'aime bien que le mec il dise tout de suite les bonnes choses. C'est pas genre, c'est moi la balle et puis écartez-vous. C'est quand même un mec qui dit, les ballons, ils vont être dans les mains de Vassell. Et dans les mains de Vassell aussi. Mais donc, surtout, il dit, on sait dans les mains de qui le ballon va être. Donc, ça rassure et Wemby et les fans des Spurs. Genre, mec, tu sais bien dans quelle franchise tu débarques. Et il a commencé à parler tactique. Je pense que je peux poser des écrans sur le défenseur de Wemby afin que Wemby soit ensuite le roller ou que je crée les situations en 3 contre 2. J'adore. Si tu parles comme ça et que demain il va taffer, je suis dans le wagon Stephen Castle. Il y a un peu d'incertitude sur le shoot, c'est réel. C'est là-dessus sur lequel on n'est pas notamment tous les deux alignés. C'est que je pense la réalité c'est que c'est pas un grand shooter, mais peut-être que sur le plafond je le vois plus haut que toi. Faut voir comment il va travailler, de toute façon, comment il va progresser, ça c'est sûr. Tout à fait. Mais Stephen Castle, très content pour lui et très content pour les Spurs. Vous allez devoir attaquer sur probablement Stephen Castle, Jeremy Sohan et Wemby prochainement. Je vous souhaite bien du courage. Tout à fait d'accord. Il y a un dernier truc, juste parce qu'on préparait la vidéo ensemble. Il y a plein de choses positives à dire sur cette draft, évidemment. Là, on s'est limité à quelques-uns, mais on pourrait continuer à en parler. Des Kelly Ware à Miami, notamment Darren Holmes qui va être backup de Jokic en développement. C'est pas mal pour apprendre. Putain, c'est méchant. Les Suns qui jouent vraiment le titre grâce à la draft de Ryan Dunn. Exactement. Positif. Utah. Moi j'ai vu des vidéos de Ryan Dunn hier soir avant de me coucher. Je peux vous dire qu'on joue le titre. Ça défend méchamment. Attention. Utah, on en avait parlé un petit peu aussi. Utah bien. Utah bien. Ils ont recruté intelligent. Leur projet continue. Maintenant ils ont un projet vraiment en développement. Ils ont repris 2 joueurs vraiment à développer quand même, avec du gros potentiel les deux, mais Cody Williams, j'adore, et Isaiah Collier,
drafté peut-être un peu plus bas que ça aurait pu être à une époque, bien sûr, qui va devoir jouer avec du Keontae George, Cody Williams, va falloir trouver un équilibre entre Mark Cannon, Taylor Hendricks et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant le challenge et le groupe qui va être proposé à Will Hardy là. Tout à fait. Je vous remets le gros tableau. Dites-nous, vous, là, à chaud, envoyez vos takes, qu'elles soient formidables ou désastreuses. On les ressortira évidemment dans quelques années parce que c'est ça qui est beau. On en a parlé d'ailleurs dans le live d'hier. On parle là à chaud et ensuite on verra les prochaines étapes, notamment la Summer League et le début de saison. Je rappelle que ce jeudi soir, à partir de 22h, il y a le second tour de la draft. Mais avant ça, nous, on va peut-être montrer un visage un peu plus sceptique. Le smiley dans l'autre sens. Le smiley dans l'autre sens. On se retrouve tout de suite dans l'autre vidéo. Tout de suite. Ciao.